1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est un grand comédien que reçoit Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Vous savez, j'aurais bien aimé vous rendre la politesse et souhaiter votre anniversaire à l'antenne. Oh, c'est gentil, mais merci. c'est tombé pendant le week-end. Alors, quand même, bon anniversaire. Je le dis Merci pour que à tous vous. nos auditeurs puissent vous envoyer les louanges habituelles et très méritées. J'ai un Merci. petit peu le sentiment, en effet, cet après-midi de recevoir Molière en personne, puisque notre invité n'est autre que Philippe Cobert, qui avait immortalisé le grand homme à l'écran, rappelez-vous. Ensemble, nous allons évoquer Marcel Pagnol, dont il connaît si bien l'univers. Rappelez-vous notamment les adaptations par Yves Robert au cinéma des souvenirs d'enfance. Philippe Cobert y interprétait le père du jeune Marcel, Avec Joseph. que de souvenirs, Eh oui. effectivement. Mais avant de parler de Pagnol, vous allez nous le raconter, Franck. Exactement, comme chaque jour, d'abord le récit, aujourd'hui sur les dernières années du maître, et puis l'entretien, après quoi nous finirons l'émission par une évocation de l'arrière-pays marseillais, et notamment d'Aubagne, la cité natale de Pagnol. Pagnol qui commençait ainsi la gloire de mon père, je le cite: « Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. » Europe 14h, 15h, au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Marcel Pagnol est le poète de Marseille. Il est Marseille, bien davantage que Marius, que Cigalon, que Panis, et même que César. Mais sans doute parce qu'il est l'incarnation même de Marseille, il est également marseillais. Et à cause de cela, ou peut-être malgré cela, c'est le plus grand menteur que je connaisse. Si Marcel Pagnol est illustre, s'il est de l'Académie, ce n'est pas seulement parce qu'il nous a apporté son cœur de sa province, aussi de sa Provence, mais le cœur de sa province tout entier. Cet hommage de Pagnol par le dramaturge Marcel Achard, qui était son ami, témoigne des attaches profondes de Pagnol avec cette terre natale que nous irons visiter tout à l'heure. Et évidemment que Pagnol, c'est le sud, la Provence, c'est Aubagne, Marseille et la Treille, même si son triomphe et sa mort sont évidemment parisiens. Marcel Pagnol, écrivain, dramaturge, cinéaste bien sûr et producteur, n'a jamais renié ses origines. Il les a même mises en avant, sans avoir perdu l'accent, cet accent provençal et chantant si bien illustré dans les films, notamment dans Marius. Vous vous rappelez la partie de cartes, hein, tu me fends le cœur. Eh oui. Pagnol disait: l'universel, on l'atteint en restant chez soi. Il est connu dans le monde entier, ce Pagnol, et l'on peut dire qu'il a bâti sa réputation sur son attachement à ses racines. Le 4 avril 1946, si je compte bien, il a 51 ans, il est élu à l'Académie française. Il n'est pas le seul ce jour-là, puisqu'en même temps que lui sont élus Jules Romain, Paul Claudel, Maurice Garçon, Henri Mondor. Il faut vous dire qu'on est au lendemain de la guerre et que l'Académie doit rattraper le temps perdu puisqu'elle n'avait procédé à aucune élection pendant tout le temps de l'occupation. On note que c'est la première fois qu'un académicien vient du cinéma, et ça étonne beaucoup les journaux de l'époque. Son acteur fétiche, Rému, lui lance le jour de son élection: « Ça y est, cette fois, tu l'as, ton chapeau d'encaisseur. » À 51 ans, Pagnol est célèbre. L'ancien professeur s'est depuis longtemps imposé au théâtre avec Topaz, bien sûr, puis Marius et Fanny, au cinéma avec les adaptations de ses pièces avec Angèle, César, Reguin, le Spoons, la femme du boulanger, la fille du puisatier. On peut dire qu'à la cinquantaine passée, Pagnol est un homme heureux. Il a épousé une jeune et jolie comédienne, Jacqueline Bouvier. Il vient juste de l'épouser en octobre 50. Ils auront 2 enfants, Frédéric et Estelle, qui mourra 2 ans et demi plus tard seulement. Il est reçu donc sous la coupole le 27 mars 1947. Grosse préparation pour cette cérémonie. Pagnol avait demandé à disposer de 200 places sous la coupole, 200 invitations, mais le quota était fixé à 20. Finalement, il en obtiendra 60. Ce bel habit d'académicien de Marcel, dit Jean-Jacques Gelot-Blanc, un costume vert et mordoré piqué à l'ancienne par les ateliers du couturier Lanvin, Jacqueline a amoureusement veillé à sa confection. Quant à l'épée portée sur le côté gauche, il devait s'agir de la réplique
identique de celle du roi d'Espagne Alphonse XIII, un très bel objet financé par le syndicat des producteurs de films et la Confédération nationale du cinéma. L'orfèvre, ajoute Raymond Castan, a ciselé sur le pommeau de l'épée les masques de la tragédie et de la comédie, sur fond de pellicule cinématographique, les armes de Marseille et une croix de Malte, symbole du cinéma. Une pierre précieuse a également été incrustée dans le pommeau, une topaze bien entendu. Problème, l'épée en question n'est pas prête à temps pour la cérémonie et Pagnol va se voir prêter l'épée originale qui appartient à la couronne d'Espagne. À 15 heures précises, ce sont les traditionnels discours de réception. Alors, Marcel Pagnol prononce l'éloge de son prédécesseur, le dramaturge Maurice Donnet, après quoi l'académicien Jérôme Tarot lui répond. Et voilà ce qu'il dit. Comme dans une cérémonie du théâtre français à l'occasion de quelque anniversaire, il me semble en ce moment que je vois assembler autour de vous, et non autour d'un buste, tout ce peuple gracieux sorti de votre imagination, les Marius et les Césars, les Panis et les Fanny, les Topazes et les Merlus, la femme du boulanger, Angèle et combien d'autres. Tous ces santons marseillais qui sentent l'ail et la lavande, les coquillages et le pastis, les nostalgiques odeurs du vieux port. Nous les connaissons par cœur, vos héros tragicomiques. Nous savons tous leurs sentiments, tous leurs petits secrets, tous leurs travers. Il n'y a qu'un personnage dans votre univers pagnolesque qui demeure pour nous mystérieux. Ce personnage, monsieur, c'est vous-même. Est-il si mystérieux, Marcel Pagnol? On peut dire que, certainement, à l'époque, au tout début des années 50, il l'est encore un peu. 4 ans plus tard, je dis au début des années 50, plutôt à la fin des années 40, là en l'occurrence. 4 ans plus tard, il est en train de travailler au scénario de Manon des Sources. Vous connaissez l'histoire, dans un petit village provençal perdu dans les collines, un étranger bossu, Jean de Florette, se heurte au Soubéran, à un papet, un homme rude, fier et violent, et à son neveu Hugolin, un jeune paysan torturé. Les Soubérans veulent racheter ses terres, ils vont boucher la source qui irrigue ses cultures, ils sont d'ailleurs aidés par les villageois, tout ça est une sorte de conspiration villageoise, et Jean de Florette va mourir épuisé. Or, quelques années plus tard, sa fille Manon, qui est devenue gardienne de chèvres, va découvrir ce qui s'est passé. Elle se vengera, elle apprendra comment détourner la source du village. Manon ne fera jaillir l'eau que lorsque le crime aura été reconnu et Hugolin, amoureux d'elle, se pendra à la branche d'un olivier, car il sait qu'il l'a perdue pour toujours. C'est vrai que le terme qui convient mieux, somme toute, que mélodrame, c'est bien le terme de tragicomédie. Voilà ce qu'aura, somme toute, écrit Pagnol des tragicomédies. Manon des Sources évoque bien sûr les souvenirs d'enfance de Pagnol, ses vacances familiales dans les collines, nous y venons, et dans le manuscrit du film, on cite Aubagne à 25 reprises. Le film est tourné à l'été 52, donc à La Treille, un village à flanc de colline qui dépend de Marseille. Il fait très chaud. Manon est interprétée par Jacqueline Pagnol, Hugolin par un acteur marseillais, Rélis. Quant à Fernandel, il avait refusé ce rôle-là. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. L'ambiance est très bonne, le succès sera extraordinaire. Et on peut dire que c'est une revanche, car depuis quelques années, la carrière de Pagnol avait tendance à marquer un peu le pas. Mais surtout, ce qu'il ne pouvait pas deviner, c'est qu'en se replongeant dans ses souvenirs pour écrire le scénario de ce film, Marcel Pagnol allait tout simplement rouvrir la boîte déjà fermée depuis longtemps de ses plus vieux souvenirs.
parliez il y a un instant, Franck Ferrand, de Manon Dessources. Et bien voici la bande originale, un extrait de la bande originale de La gloire de mon père, un film qui doit vous rappeler bien des souvenirs. Un film d'Yves Robert et une musique signée Vladimir Cosma. Alors nous parlons des dernières années de la vie de Marcel Pagnol cet après-midi sur Europe 1. Il est né à Aubagne, il est très attaché à sa Provence natale, comme on vient de le voir dans Manon Dessources, vous en parliez Franck. Et ce film est sorti en 1952. L'écrivain et réalisateur est-il si attaché à sa Provence au point d'y vivre? Non, il n'y vit pas. Vous savez, il est très très occupé, Pagnol. Il ne voyage pas parce qu'il a peur de l'avion et il ne monte pas sur les bateaux. Mais ça ne veut pas dire que pour autant il soit souvent sur la côte. C'est vrai qu'il a des propriétés en Méditerranée. Il en a une à Lagaude, dans les Alpes-Maritimes. Une partie de sa famille habite au fameux château de la Busine, le château de ma mère, bien entendu, qu'il a acheté pour y installer les studios de ses films au tout début des années 30. Il séjourne aussi à Monaco. Il faut vous dire qu'il est proche du prince régnier, mais l'essentiel de son temps, Pagnol le passe à Paris. Il est l'incarnation d'une réussite. Cet enfant d'instituteur a fait une incroyable réussite. Il a à Paris un hôtel particulier sur l'avenue Foch. Ses bureaux sont avenue Georges V. Enfin, vous voyez un peu. Évidemment que ça ne l'empêche pas de retourner au bord de la mer Méditerranée à chaque fois qu'il le peut. Au printemps 56, Pagnol se rend pour un déjeuner à Louvciennes, tout près de Marly, chez Pierre et Hélène Lazareff, les gens de la presse, vous savez. Hélène est directrice du magazine Elle. Et à table, il raconte son enfance en Provence. Il faut vous dire qu'il est revenu sur tout cela à travers la saga de Manon Dessources, justement, et de Jean de Florette, etc. Et il séduit complètement l'assistance par les histoires qu'il lui raconte. Hélène Lazareff lui dit « Marcel, pourquoi n'écririez-vous pas un récit pour Noël? Vous voyez bien comment vous captivez tous les gens qui viennent ici en leur racontant votre enfance. Je suis certaine que des centaines de milliers de lectrices partageraient le même plaisir. » Pagnol dit bah oui, pourquoi pas, mais en fait il est convaincu que ça ne verra pas le jour. Il a l'habitude, dit-on, des promesses en l'air et des projets qui n'aboutissent pas. Faut vous dire que des projets, il en a plein ses tiroirs. Depuis Manon Dessources, il a adapté 3 des lettres de Montmoulin, d'Alphonse Daudet. Il a donné son accord pour des adaptations de Topaz, Marius et Fanny à la télé. À l'époque, il y a moins de 450 000 foyers qui disposent d'un poste. Il a été le président du Festival de Cannes en 1955. Il s'est risqué par ailleurs à écrire une nouvelle pièce de théâtre, Judas, qui est une interprétation assez libre, évidemment, du personnage qui a trahi Jésus et du reste. En ce printemps 56, il est en train d'œuvrer à une nouvelle pièce, un vaudeville, Fabien. Seulement, Hélène Lazareff a de la suite dans les idées et elle va insister. La pièce dont je vous parlais, Fabien, est un échec complet. Pagnol se dit qu'il ferait peut-être bien de tourner la page. Il n'a rien écrit jusqu'ici de ses souvenirs d'enfance. Et à la fin de novembre, il reçoit un appel au téléphone de Madame Lazareff qui lui dit que le bouclage du magazine approche et qu'elle attend ses feuillets. Et Pagnol lui dit « Oh, j'ai écrit 6 pages. Eh bien alors je t'envoie tout de suite un coursier avenue Foch », lui dit Hélène Lazareff. Et évidemment, vous aurez compris que Pagnol n'a pas rédigé une ligne. Et 1 heure plus tard, un jeune homme sonne à la porte de l'hôtel particulier. C'est donc Pagnol lui-même qui descend lui ouvrir. « Monsieur Pagnol, je viens chercher les pages pour elle », lui dit le gamin. Aïe. « Ah, écoutez, il faut que je vous dise, je n'ai rien fait du tout. Mais monsieur, moi j'ai une femme et des enfants. La patronne va me mettre à la porte si je n'apporte pas ces 6 pages. Qu'est-ce que ça vous coûte à vous de les écrire, hein ? Bon, d'accord, seulement faut que tu me donnes 1 heure ou 2, dit Pagnol. Et effectivement, il va trousser comme ça quelques pages. Il lira plus loin puisque le 3 décembre 1956 paraît donc le numéro spécial Noël de Elle et en bonne place les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol qui commence par le château de ma mère. Ceci se passait vers 1905, écrit Pagnol, et selon mes calculs de cette époque, la famille avait 73 ans, 2 pour la petite sœur, 6 pour mon frère Paul, 9 pour moi, 26 pour ma mère et 30 pour mon père, notre patriarche. Il était alors maître d'école à Marseille et nous l'admirions pour sa force, sa beauté, son adresse au jeu de boules, son talent de flûtiste et surtout sa façon désinvolte d'aiguiser son rasoir sur la paume de sa main gauche. La parution des souvenirs
va s'échelonner finalement sur 6 numéros du magazine Elle, et ça donne des ailes, si j'ose dire, au magazine. 6 numéros qui vont être un énorme succès. C'est seulement à ce moment-là que Marcel se dit que ça pourrait faire évidemment un beau livre. Il écrit beaucoup, il est notamment intarissable sur son père, le fameux Joseph. Le 31 octobre 1957 paraît donc le premier tome des souvenirs d'enfance, La gloire de mon père. Il y retrace sa prime jeunesse dans la ville d'Aubagne. Il est né le 28 février 1895 au 16 cours Barthélemy. Alors il parle bien entendu de cet éperon rocheux qu'on appelle le Gare-la-Bangue et qui domine à 715 mètres de hauteur Aubagne et tout l'arrière-pays. Il évoque aussi les jeux d'enfants dans le quartier de Saint-Loup, de la Plaine, avec ses compagnons de l'époque. Il parle bien sûr de cet instituteur laïque et républicain qu'est son père, et puis d'Augustine, sa mère. Ils étaient, mon père et ma mère, dit-il, de toute éternité et pour toujours. L'âge de mon père, c'était 25 ans de plus que moi, et ça n'a jamais changé. L'âge d'Augustine, c'était le mien, parce que ma mère c'était moi, et je pensais dans mon enfance que nous étions nés le même jour. Il parle aussi de son frère Paul, bien sûr de sa tante Rose, qui vient déjeuner chez les Pagnols tous les jeudis et tous les dimanches, et qui les emmène l'après-midi en promenade, enfin qui emmène le frère Paul, et puis lui, le jeune Marcel. Je n'ose dire le petit Marcel, parce que ça fait trop référence à un autre auteur, d'autres souvenirs d'enfance. Ils vont au parc Borély, qui est le grand parc de Marseille. On parle de tout dans ces souvenirs d'enfance, et bien sûr de ce pays, de ses racines, de ces collines ensoleillées de la Treille et de la Bastide-Neuve. La Bastide-Neuve, c'est la maison de vacances des Pagnols. Le succès est très important, puisque en un mois seulement, Marcel Pagnol va vendre 50 000 exemplaires de ce premier tome de ses souvenirs d'enfance. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas rencontré à ce point le public. Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous emmène sur les traces de Marcel Pagnol. Certainement une émission qui vous rappelle bien des souvenirs. Eh bien, vous pouvez les partager avec nous. Vous pouvez même poser vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, la page Facebook Au cœur de l'histoire ou Twitter avec le hashtag ACDH. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Et cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire de Marcel Pagnol. Vous nous racontez ces dernières années, des années qui connaissent un énorme succès depuis l'apparition de ses souvenirs dans le magazine Elle. Et vous nous disiez juste avant la pause, 50 000 exemplaires vendus en un seul mois. Oui, je faisais implicitement référence à Marcel Proust il y a quelques minutes. La référence qui saute aux yeux des contemporains, ça n'est bien sûr pas Proust, puisque Marcel Pagnol ne se livre pas du tout à une introspection très inspiré comme Proust. Il est plutôt dans l'évocation presque naturaliste de son enfance. Et ça fait davantage penser à Mark Twain, bien sûr, à Jack London ou à Alphonse Daudet, puisqu'on parle de Provence. Toujours est-il que La gloire de mon père aura été le best-seller de l'année 1957. Un deuxième volume, Le château de ma mère, est publié dans la foulée, en avril 58. Et là, on est de nouveau à la Treille, on parle du château de la Busine, cette immense bâtisse qui se trouve sur le parcours éprouvant emprunté par la famille Pagnol chaque fois qu'elle se rend à la Bastide-Neuve. Et évidemment, ce château qu'un jour Marcel acquérera. Dans mon pays de Provence, écrit-il, la pinède et l'oliveraie ne jaunissent que pour mourir, et les premières pluies de septembre, qui lavent à neuf le vert des ramures, ressuscitent le mois d'avril. Sur les plateaux de la garrigue, le thym, le romarin, le cade et le kermès gardent leurs feuilles éternelles autour de l'aspi toujours bleu. Et c'est en silence, au fond des vallons, que l'automne furtif se glisse. Il profite d'une pluie nocturne pour jaunir la petite vigne, ou 4 pêchers que l'on croit malades, et pour mieux cacher sa venue, il fait rougir les naïves arbouses qui l'ont toujours pris pour le printemps. C'est ainsi que les jours des vacances, toujours semblables à eux-mêmes, ne faisaient pas avancer le temps, et l'été déjà mort n'avait pas une ride.
Et c'est de nouveau un grand succès. Alors en décembre 59 viendra Le Temps des secrets, 3e volume des souvenirs d'enfance. Là, il parle de son amour d'adolescence pour Isabelle, de ses études au lycée Thiers de Marseille, où il était un élève assez bagarreur. Le succès commence à se tarir un peu, mais Pagnol n'en est pas moins devenu le chantre de la Provence qu'il faisait vivre déjà depuis si longtemps. Le maître est désormais incontournable. Sa pièce Marius est reprise au Théâtre des Variétés, avec Jean-Louis Trintignant dans le rôle principal. Une étude de sa pièce Topaz est inscrite au programme de l'Éducation nationale. Une version de Fanny est tournée par le réalisateur américain Joshua Logan, et lui-même tente une nouvelle expérience télévisuelle avec l'adaptation de La Dame aux Camélias. Marcel Pagnol va jusqu'à donner son nom de son vivant à un nouveau lycée construit dans son quartier d'enfance de Saint-Loup. Puis Pagnol va publier en 63 L'eau des collines, qui donc est composé de Jean de Florette et Manon Dessources. Alors il est revenu sur son film qu'il a mis en page, si je puis dire, qu'il a écrit. À partir de cette période, Pagnol va travailler un peu moins. C'est certain qu'il prend davantage le temps de vivre. Il garde ses habitudes, il passe son temps entre Saint-Tropez et Paris. Il se lève tous les jours, quoi qu'il arrive néanmoins, à 5 heures du matin. Il travaille, il prend son petit déjeuner avec Jacqueline, puis il remonte travailler, redescend pour le déjeuner à 13h30, après quoi la sieste méridionale, sans jeu de mots, et puis tout l'après-midi, toute la soirée consacrée aux amis. Je dis toute la soirée, il se couche à 21h. Et puis le jeudi, bien entendu, il participe aux travaux de l'Académie, puisqu'il est très assidu. Curiosité dans son parcours, vous savez que Pagnol aimait beaucoup l'histoire et qu'il va trouver le temps d'écrire une étude sur le masque de fer. Il reprend la thèse selon laquelle le mystérieux captif de l'île Sainte-Marguerite puis de la Bastille aurait été le frère de Louis XIV, et ce livre va paraître au début de l'année 65. Le 25 décembre 68, donc le jour de Noël, est diffusée sa dernière réalisation pour la télévision, Le curé de Cucugnan, avec Fernand Sardou dans le rôle du curé. Et puis c'est un peu l'heure des adieux, disons-le. D'ailleurs, il y a une biographie de Pagnol qui sort en 73, en même temps que la suite de son récit sur le masque de fer. Cette même année est diffusée à la télévision des morceaux choisis, c'est-à-dire 6 émissions où l'on suit Marcel Pagnol sur les traces il revient aux sources, si vous voulez, il revient sur les traces de son enfance, sur les lieux de son enfance. Sa santé se dégrade beaucoup, il a perdu énormément de poids, il sera hospitalisé, mais il se bat néanmoins, il est toujours amoureux de la vie. Le 17 avril 74, un petit peu avant minuit, il est pris d'un malaise, et le lendemain, 2h du matin, on va dire dans la nuit, il appelle Jacqueline, il lui prend la main, il l'embrasse. On ne peut pas toujours tout réussir, lui dit-il. Il va mourir à 9h20. Ce 18 avril 1974, à l'âge donc de 79 ans. Il meurt avenue Foch. Quelques jours plus tard, il sera inhumé à la Treille, bien entendu, et je ne résiste pas au bonheur de vous lire son épitaphe emprunté à Virgile, Fontes amicos uxorem dilexit, ce qui veut dire il a aimé les sources, ses amis et sa femme. Bonjour Philippe Caubert, merci beaucoup d'être avec nous. Alors nous allons revenir, non pas avec vous sur la vieillesse de Pagnol, mais sur sa jeunesse et sur cet univers tellement extraordinaire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et pour cette émission consacrée à Marcel Pagnol, nous avons beaucoup de chance cet après-midi, Franck, puisque nous recevons un peu le papa de Marcel Pagnol. En tout cas, j'ai en face de moi Joseph Pagnol, dans La gloire de mon père et le château de ma mère. Notre invité, c'est Philippe Caubert, le comédien, qui est au théâtre actuellement, au théâtre de l'Athénée, jusqu'au 20 novembre, avec le Bac 68 et la danse du diable en alternance. Vous êtes chez Louis Jouvet en ce moment. Exactement. On pourrait faire une émission sur Louis Jouvet. Tiens, ça me donne une idée. Voilà une... Je note. À inscrire sur nos tablettes, chère Anissa. Alors, vous avez interprété effectivement le père, Joseph, Oui. auquel vous avez donné une humanité admirable, mais j'allais dire, vous n'avez eu pour ce faire qu'à vous inspirer du texte même de Marcel Pagnol, qui est plus que louangeur envers son père.
Oui, en fait, quand Yves Robert m'a fait cette proposition, j'étais un peu méfiant parce que j'avais pas beaucoup aimé l'adaptation de Claude Berry, de La gloire de mon père, de Manon des Sources et de Jean de Florette, parce que je connaissais vraiment bien le livre. J'ai d'ailleurs changé d'avis là-dessus avec le temps. Je trouve ça magnifique, mais à l'époque, ça m'avait pas plu. J'avais trouvé ça trop américain, je sais pas. Et puis surtout, je connaissais tellement les livres que. Oui, le film s'éloignait un peu de l'univers habituel. C'est-à-dire, je le trouvais trop modernisé, très je léché, sais pas. oui, Enfin, bref, mais je vous répète, vraiment, avec le temps, j'ai changé d'avis. Et quand j'ai lu le scénario d'Yves Robert, qu'il avait écrit avec Jérôme Tonnerre, je crois, franchement, j'ai éclaté en sanglots. J'ai retrouvé les livres, l'émotion que j'avais jeune homme, enfin même pas jeune homme, gamin, quand j'avais lu ça. C'était magnifique. Vous l'aviez découvert à quel âge, vous, Je devais avoir 12 ou 13 ans. Oui, c'est ça, oui. Et mon grand-père avait les livres qui étaient édités par Pagnol, d'ailleurs, dans la collection dont je ne sais plus le nom. Et j'ai retrouvé exactement la même émotion. Et tout de suite, évidemment, le personnage de Joseph m'a parlé profondément. Mais en fait, c'est plutôt parce qu'il m'a ramené à moi-même. Je pensais à mon père, je pensais à ma grand-mère, je pensais à des personnages comme ça provençaux dont j'allais m'inspirer pour l'incarner. Et aussi de Pagnol lui-même, dont j'avais écouté beaucoup l'extraordinaire discours de réception de la Comédie Française où il parlait de Marcel Achard, son vieux pote. Enfin, c'était à mourir de rire. Tous les académiciens étaient morts de rire. En plus, il l'avait filmé, ce qui est la première fois que des caméras rentraient sous la coupole, absolument. Sous la coupole. Donc voilà, c'était vraiment une affaire très 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 intime qui s'est produite là. Et vous connaissiez bien entendu le reste, si je puis dire, d'abord les films, parce que ce qu'on a tendance à oublier nous aujourd'hui, c'est que Marcel Pagnol est entré dans l'imaginaire collectif à travers ses films. Bien sûr. Même si son théâtre avait précédé les films, mais ce sont bien les films qui l'ont fait connaître au grand public, à commencer par la célèbre trilogie, hein, bien sûr. Oui. C'est-à-dire l'œuvre de Pagnol est vraiment protéiforme, enfin il y a tout quoi, il y a les livres, il y a les films, il y a les pièces, il lui manquait plus que de jouer, mais c'était presque le cas parce qu'il avait une telle affinité avec les acteurs que c'est presque comme s'il jouait lui-même. C'est curieux qu'il n'ait pas joué d'ailleurs à une époque où un Sacha Guitry par exemple jouait ses textes. Lui aurait pu le faire parce qu'il avait la faconde. Peut-être il devait pas avoir l'envie en fait parce qu'il faisait vraiment il faisait tout ce dont il avait envie, il le faisait. Mais c'est vrai que c'est une œuvre extraordinaire. Alors c'est les films bien sûr qui l'ont fait connaître parce que le cinéma et surtout à l'époque c'était le moyen de culture populaire. Mais ce qui est extraordinaire c'est la totalité de l'œuvre quoi. Et ce texte, quand on prend cette trilogie qui a été souvent reprise depuis au théâtre et au cinéma, bien entendu, Marius, Fanny et César, je parlais tout à l'heure de tragicomédie, là c'est plutôt du mélodrame, enfin c'est difficile c'est un peu les deux, disons, c'est un peu les deux. Moi, je vois ça comme la tragédie. Alors, c'est presque une tragédie. Marius, Fanny, en tout cas les deux premiers, et même le troisième. Pour moi, je vois une tragédie grecque, mais sous forme de comédie. C'est Ariane, enfin, je vais encore parler d'Ariane Nouchkine, mais bien sûr. Qui a écrit ça récemment dans une interview qui disait finalement la comédie c'est de la tragédie déguisée avec un masque. Et vraiment, en ce qui concerne la trilogie de Pagnol, je trouve ça tout à fait adéquat. C'est vraiment une tragédie, mais terrible, l'histoire de Fanny, l'histoire de, Cette scène où l'on voit Marius, c'est-à-dire Pierre Freinet, on est dans le deuxième opus, hein, c'est dans Fanny, il revient après son espèce de tour du monde dans la marine à voile, n'est-ce pas? Et évidemment, entre-temps, Fanny n'a pas pu l'attendre, elle a son enfant, etc. Et quand elle lui dit « Oh Marius », il y a une espèce de... Qui peut résister à ça? C'est de l'émotion, ce sont des vies brisées et digne. Et d'ailleurs, Orane de Mazy, c'était la compagne de Pagnol, mais c'était une comédienne qui appartenait à si j'ose dire, à Dulin. C'était une comédienne, une tragédienne. C'était une tragédienne. Elle avait fait les grandes heures du cartel. C'était plutôt une actrice intello, comme on dirait aujourd'hui. C'est ça, oui, absolument. C'est intéressant. Vous aviez découvert la trilogie Marius, Fanny, César par le disque. Oui, parce que mon grand-père, encore une fois, c'était lui qui avait toute l'œuvre de Pagnol. Il avait les disques. Et avant de les lire, j'écoutais les disques vinyles, bien sûr, d'époque. J'écoutais les morceaux choisis de la trilogie, joués par Rému et tous les autres. Et c'est comme ça que j'ai découvert. C'est pour ça que j'ai toujours eu à cœur d'enregistrer mes spectacles, parce que je me rappelle du gamin que j'étais qui découvrait
ces pièces par les disques. Vous n'auriez pas voulu monter, vous, cette trilogie Si, j'ai voulu monter Marius, parce que, j'ai voulu il y a 20 ans, maintenant je sais plus combien de temps, parce qu'en fait, j'avais trouvé un César. C'était André Benedetto, qui était un grand acteur, poète avignonnais. Je ne lui en ai jamais parlé, j'ai pas osé. Et j'avais rencontré, mais je voulais être sûr de mon projet, j'avais rencontré Jacqueline. Ah oui, Jacqueline Pagnol. Bien sûr, Jacqueline Pagnol, pour lui... Qui était venue dans cette émission il y a quelques années pour nous parler de Marcel Pagnol. Pour lui demander les droits, et elle me les avait tout de suite accordés avec une grâce exquise. Alors c'est amusant parce que j'avais dit, je viendrai chez vous à 18h boire le thé. Elle m'a dit, ah non, on va boire le champagne. Elle avait quand même gardé l'art de vivre de son mari. C'était le champagne, et elle m'avait juste dit, la seule chose, est-ce que vous m'autoriserez à continuer à donner les droits à mes petites troupes d'amateurs en Provence? J'ai dit, mais vous rigolez, déjà si vous me donnez les droits de le monter, c'est extraordinaire. Et puis autre chose, j'avais 40 ans à peu près, je dis, mais je suis trop vieux, j'ai peur pour Marius. Mais pas du tout. Freinet avait 50 ans. Vous êtes je faisais plus jeune parce que j'étais le théâtre concert. Freinet avec son accent parisien, il a fallu qu'il se fasse l'accent de Marseille. Voilà, elle avait été vraiment extrêmement accueillante. Ouais, on peut dire qu'il y a dans toutes ces pièces et dans les films, parce que certains films n'ont jamais fait l'objet ni de pièces ni de livres d'ailleurs. Oui. C'est une certaine dureté de la vie au début du XXe siècle qui ressort. Alors bien sûr qu'on est dans la Provence, il y a le soleil, les cigales et le pastis, mais derrière tout ça, que de fausses couches, que de non-dits, que de dureté, que de vie brisée. Bien c'est sûr, assez étonnant. il y a une âpreté terrible, et puis même l'histoire de César, je trouve ça terrible, ce patriarche qui écrase complètement Marius, enfin son fils, il lui dit, à ton âge, je reçois encore des coups de pied au cul de mon père. Enfin, alors on en rit, mais c'est vraiment, pour moi, la trilogie, c'est des chefs-d'œuvre, mais c'est des chefs-d'œuvre du néoréalisme italien en France. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit en Suisse, qu'André Bazin a défini comme ça, et à juste titre. Ce sont vraiment des peintures de la société de l'époque terribles, absolument implacables, d'une violence, alors par rapport aux femmes en particulier, c'est le sort. Vous avez joué avec Galabru dans la Femme du boulanger, vous? J'ai joué avec Michel dans La Femme du boulanger, qui a été faite pour France 2, et surtout j'ai joué avec lui pendant presque 4 ans la correspondance Marius, Pagnol, Rému, bien sûr. Je faisais Pagnol et il faisait Rému, et on a joué ça, on a fait des tas de reprises, etc. pendant 4 ans. Ah, ça, c'était. Il avait vraiment cette fibre-là aussi, Michel Galabru, on peut le dire. Oui, il avait vraiment comme vous dites, la fibre des très grands acteurs du Sud de cette époque-là. D'Harry Bord, il le refusait. Il avait, je trouve, une modestie un peu maladive, un peu excessive, frôlant un peu, je disais, la mégalomanie. Je me souviens immense comédien. Je me souviens de Jacques Weber jouant César. C'était assez extraordinaire. Il paraît qu'il était formidable. Je l'ai pas vu. Oui. C'était un grand moment de théâtre. C'était très très fort. Son interprétation de César était purement tragique. Alors là, pour le coup, il vous donne parfaitement raison. Alors, ça, c'est l'œuvre de Pagnol. Nous allons revenir, si vous voulez, aux souvenirs. Nous allons revenir à Aubagne, au tournage de ces films avec Yves Robert dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Extrait de la bande originale du film Jean de Florette, réalisé par Claude Berry, sorti en 1986 avec entre autres à l'affiche Yves Montand, Daniel Auteuil et Gérard Depardieu. C'est un autre grand comédien qui est avec nous cet après-midi. Lui a joué le rôle de Joseph Pagnol, le père de Marcel Pagnol. Philippe Cobert est avec nous jusqu'à 15h. Vous pouvez d'ailleurs l'applaudir au théâtre en ce moment, au théâtre de l'Athénée jusqu'au 20 novembre avec le Bac 68 et la danse du diable en alternance. Et moi, en entendant cette pastourelle, je pensais à Jean Giono, par exemple, bien entendu. On a cité Alphonse Daudet, tous ces poètes de la Provence et qui souvent
nous donne à voir une Provence plus sombre qu'il n'y paraît, encore une fois. Alors, chez Pagnol, et notamment dans les souvenirs d'enfance, c'est une Provence pas sombre du tout que nous voyons. Elle est pleine de couleurs, pleine de lumière et de soleil, et d'une poésie aussi. Il y a quelque chose d'appliqué dans la poésie de Marcel Pagnol, dans la façon dont il l'a... D'appliquer, c'est-à-dire son écriture c'est une écriture assez rigoureuse, assez traditionnelle d'une certaine manière. Oui, c'est l'écriture classique française. Classique, voilà, c'est ça, exactement, oui. Je pense, c'est les noms m'échappent là parce que je me suis pas réveillé il y a longtemps, mais je cherche le nom, ça me vient pas. Oui, c'est l'écriture qu'on apprend, enfin c'est pour les dictées. C'est ça, oui, voilà, exactement. C'est l'impression à l'école, c'est vraiment. Oui. Alors, quand vous vous êtes retrouvé face au scénario tiré directement, parce que c'est d'une très grande fidélité, tiré directement des 2 premiers volumes de ces souvenirs d'enfance, vous êtes allé vous plonger dans cet univers provençal. Vous êtes allé à Aubagne, vous êtes allé dans ce. Bien sûr. Dans la Garrigue. J'ai pas eu besoin de beaucoup m'y plonger d'abord parce que j'y habite. Voilà, j'habite à la Phare-les-Oliviers, qui est entre Aix et Salon de Provence. Donc, en effet, je suis allé à Aubagne. Alors, j'étais un peu déçu par Aubagne parce que c'est très moderne maintenant. Oui, c'est une très ville urbanisée moderne. Maintenant, oui. Mais là où nous tournions le film, vers Vidauban, enfin d'ailleurs, c'était tous les lieux où déjà Claude Berry avait tourné. C'était un peu des endroits préservés qui ont brûlé ensuite. D'ailleurs, il y a eu un énorme incendie. Mais donc là, et à Marseille, dans plein de rues, j'ai véritablement vécu une chose proustienne, quoi. J'ai retrouvé les goûts et les couleurs de mon enfance, d'autant plus que justement je suis plutôt un lève-tard du fait du théâtre, et que là il fallait se lever à 6h du matin. Je retrouvais vraiment tout ce que je vivais quand j'allais à l'école, quand j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, enfin c'était incroyable. Il y a l'épisode bien célèbre des Bartavel, ces oiseaux rares, si je puis dire, que l'on chasse et que le père de Marcel est censé chasser, avec l'aide évidemment très très substantielle de son fils. Et ça aussi, c'était une chose très personnelle, parce que moi j'ai connu mon père, mon oncle, enfin tous les gens partir à la chasse quand on allait en week-end dans la maison de mes grands-parents à la Phare où j'habite maintenant. Ils partaient avec leurs fusils, leurs cartouchières, et il y avait cette fascination, cette admiration que nous portions, que jeunes portaient à leur père, avec cette image guerrière presque. Et j'ai toujours pensé que pour tous les gamins du Sud, il y a 2 enfances, il y a la leur et il y a celle de Pagnol, parce que il a tellement transcrit, vraiment plus que les anecdotes, l'atmosphère, la pensée de l'enfance dans le Sud, dans les collines, etc., qu'on peut vraiment s'identifier. Et à mon avis, il y a plein de petits gamins des cités de Marseille aujourd'hui qui s'identifient aux souvenirs d'enfance de Pagnol. Ça dépasse de très loin la classe sociale c'est quelque chose de profondément de l'état d'esprit. C'est ça que je cherchais, de l'état d'esprit de l'enfance. Et l'auteur que je cherchais dans ma tête tout à l'heure, c'est Anatole France. Oui, je pense que vraiment Pagnol est un enfant d'Anatole France. Oui, très juste. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant que ce soit Jérôme Tarot qui le reçoive à l'Académie française, puisque on est également dans l'écriture des frères Tarot. Enfin, c'est cette belle écriture classique, traditionnelle, ce beau style. Voilà, ce qu'on peut appeler le beau style, avec quasiment des pleins et des déliés. Et ça fait partie de ces textes qui ravissent le lecteur. On s'arrête régulièrement sur une phrase, on la relit, elle est belle, elle est magnifique même. Ça c'est en cela que je disais tout à l'heure que c'était assez appliqué. En même temps, il y a la vie. Chaque phrase raconte vraiment, donne une image concrète. Il y a les odeurs, il y a les. Bien sûr. C'est pas enfermé dans l'abstraction du style. C'est complètement. C'est néo-réaliste, c'est ce que vous disiez, vraiment, bien sûr, oui, bien sûr. Vous tourniez où avec Yves Robert? Parce que évidemment, entre l'Aubagne des années 1900, enfin d'avant la Première Guerre mondiale, et puis ce qu'est devenu Aubagne, il y a une différence incontestablement là. Je vous disais, je me rappelle de Vidauban. Alors j'ai des notions de géographie très très vagues un peu. Ceux qui verront le bac 68 s'en rendront compte. Par rapport à la Sibérie, mais c'est un peu pareil en Provence. Je me rappelle plus le nom des villages vraiment. Un peu plus au nord, mais c'est vers le nord dans les d'Aix, terres, tout fait, ça. oui, voilà, on était basé à Aix en Provence.
Et on tournait dans le nord d'Aix, dans des endroits qui étaient vraiment préservés, quoi, où la nature était encore vivante, etc. Et comment les gens sur place réagissent-ils? Vous nous disiez tout à l'heure que pour tous les Provençaux, il y a... Pagnol, c'est plus que Zidane, hein, c'est plus que Zidane. Alors là, Pagnol, c'est vraiment la superstar totale. Donc on dit Pagnol, on ouvre la porte, on serre la main, et c'est l'identité, pour employer encore un mot actuel, c'est l'identité provençale parfaite. Bien entendu. Et je vous dis, quelles que soient les races, les classes, les trucs. C'est pour ça qu'à une époque, par exemple, Guédiguian était assez critique sur Pagnol, mais il a changé d'idée. Et moi, j'étais pas d'accord avec lui. Il disait, c'est l'histoire de la petite bourgeoisie. Oui, il avait raison sur le plan marxiste, mais c'est pas que ça. C'est vraiment une peinture de l'état d'esprit provençal profond, bourgeois, petit bourgeois et prolétaire. Et paysans, n'oublions pas, bien entendu. On organise les 20 et 27 novembre prochains toute une visite qui s'appelle la randonnée souvenir de l'enfance autour de Marcel Pagnol, pour découvrir un certain nombre des sites évoqués par l'écrivain dans un circuit qui fait une petite dizaine de kilomètres dans le massif du Garlaban, justement. Donc nous dirons tout à l'heure, je vais vous donner quelques indications pour prolonger, si je puis dire, la visite et pour aller sur les traces de Marcel Pagnol. On va commencer par Aubagne et par le pays d'Aubagne dans un instant. Ce que je voudrais avant ça, c'est vous faire entendre la voix de Marcel Pagnol. Il nous parle des sourciers, vous savez, l'eau fait vraiment partie intégrante de son œuvre. Il nous parle des sourciers, ou plutôt d'un sourcier qu'il a connu. C'était au micro d'Europe 1, bien sûr. Ce problème de l'eau, on le retrouve tout au long de votre œuvre. La source. Ah oui, bien sûr. Maintenant, des sources, etc. toujours. La fille du puisatier. La fille du puisatier, bien entendu. Ça, c'est le grand problème de la Provence, ce sont les puits. Et nous avons des sourciers remarquables. Il y en avait un, surtout l'abbé Cuc, qui un jour, pendant que nous tournions Regain dans la colline, il est monté pour nous voir tourner. Alors on lui a dit, dites donc, monsieur l'abbé, il vous manque de l'eau ici, vous êtes sorcier, vous? Il dit, oui. Eh bien, trouvez-nous de l'eau. Il dit, il y en a, j'en sens par ici, je sens de l'eau. Et puis il prend une baguette, un pendule, on le promène, puis il dit, là vous avez l'eau à 3,20 m. Ah, les machinistes vont chercher des pioches. Et quand je remonte le soir, il y avait un contreplaqué, parce que nous couchions là-haut, dans la ferme d'Angèle. Et sur le contreplaqué, le maître Marceau avait écrit « Avons trouvé l'eau à 3,20 m ». Et elle y était, et elle y est toujours. Et elle y est toujours. En entendant la voix de Marcel Pagnol, on se dit qu'il était d'abord et avant tout un conteur. Oui, avec l'accent corrigé, tu parles comme ça, ils ont bien rentré, ils ont monté. Et là aussi, c'est un état d'esprit, c'est d'avoir l'air un peu malicieux, de pas trop s'engager dans le récit, d'être dehors, d'être à bonne distance. Voilà, c'est très très particulier, c'est vraiment l'esprit. Et le sens de la chute. Enfin, oui. C'est un vrai conteur, je pense. Il y a cette dimension. La bibliothèque audio, tous les souvenirs d'enfance dits par Pagnol, c'est absolument merveilleux. Oui. Mais quand c'est lui qui les dit, c'est encore un peu plus authentique. On vous retrouve Philippe Cobert dans un instant et nous allons aller nous promener dans le pays d'Aubagne. Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et chaque jour sur Europe 1, Franck Ferrand vous emmène à la découverte des lieux où l'histoire s'est écrite en France. Et quand on parle de Marcel Pagnol, forcément on va en Provence, à Aubagne. Alors juste avant cette balade, c'est une émission, celle-ci consacrée à Marcel Pagnol, qui vous fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, la page Facebook Au cœur de l'histoire et Twitter avec le hashtag ACDH. Oui, j'ai encore, nous dit Anne-Marie, les 78 tours de la partie de cartes. Je n'ai jamais retrouvé l'atmosphère de la vraie trilogie ailleurs, dit-elle. Oui, c'est vrai, c'est un chef-d'œuvre extraordinaire. Quelle bonne idée d'avoir invité Philippe Cobert. Quel merveilleux acteur, nous dit Nadine. Et alors, à ce propos, Hubert nous dit, c'est curieux, je ne reconnais pas la voix de Philippe Cobert dans La gloire de mon père. Mais non, parce que dans La gloire de mon père, vous aviez l'accent, bien entendu. Oui, j'ai beaucoup réfléchi à la question de l'accent, parce que c'était complexe, et j'ai choisi de prendre l'accent corrigé, un peu celui de Pagnol, qui était l'accent de ma mère, l'accent de ma grand-mère. Alors j'espère que
monsieur, vous entendez cet accent pagnol, alors. Mais j'ai hésité entre ça ou parler comme ça, vraiment avec l'accent le plus marseillais, plus marqué. Ça ne convient pas au père, ça convient pas à Joseph. J'ai pensé que c'était mieux. Peut-être j'ai eu tort, je sais pas. Non, je crois que vous avez raison, franchement. Je sais pas, mais enfin voilà. Alors, quand on est à Aubagne, on peut visiter la chapelle des Pénitents Noirs, qui se trouve là-haut, si je puis dire, hein, sur les hauteurs de la vieille ville. Cette vieille ville d'Aubagne parce que, soyons justes, c'est vrai que toute cette région s'est beaucoup urbanisée et que ce qui était encore de la garrigue du temps du jeune Marcel est devenu aujourd'hui des quartiers, enfin c'est très urbanisé, mais il y a encore une vieille ville qui elle a peu changé et qui est très très... Et il y a aussi un merveilleux théâtre. Eh oui, un théâtre très beau théâtre. À Aubagne, où j'ai joué, Jules et Marcel, où j'ai joué d'autres, où je voudrais bien aller encore y jouer. Et ben voilà, avis aux amateurs. Mais c'est un merveilleux théâtre. Alors, on me dit que va se dérouler à partir du mois de décembre une expo sur les tapisseries d'Aubusson dans cette chapelle des Pénitents Noirs, justement. Et puis alors, je ne vais pas vous donner toutes les animations qu'on peut trouver à Aubagne, bien entendu. Il y a le musée de la Légion étrangère, ça c'est pour notre amie Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui, c'est ça. Il y a, si Aubagne m'était compté, ça c'est une visite guidée qui a lieu pour les amoureux de Pagnol le premier samedi de chaque mois. On visite bien entendu des fermes, des lieux où notamment le domaine du Fond de Mai, 100 hectares, une ferme vieille de 3 siècles avec ses cultures, ses ruches. D'ailleurs, on peut visiter les ruches mercredi prochain, mercredi après-midi. Les 2 grandes productions locales, bien sûr, ce sont l'olive. Et il faut aller passer 1 heure avec un producteur du pays d'Aubagne qui ouvre les portes de son exploitation. Ça s'appelle l'Olivette de Garlaban. Et c'est là, vous verrez comment on fait l'huile d'olive. Et puis, ce qu'on a tendance à oublier, le safran. Il y a une safranière qui s'appelle la safranière de Lacour Roquevert qui propose elle aussi une visite découverte. On voit que finalement cet arrière-pays marseillais et cette ville et cette région d'Aubagne mettent l'accent sur un certain nombre de traditions. Il y a les santons et puis les santons, bien entendu. Alors là on n'en finirait pas tellement. Il y a, vous savez, c'est quand même cette région est le berceau d'une très longue tradition de l'argile avec des poteries extraordinaires. On pense à la poterie Ravel par exemple. Et puis, comme vous le dites, cet art santonnier extraordinaire. Alors on pourrait citer beaucoup de choses, mais je me bornerai peut-être au marché des santons et de la céramique, un marché qui a lieu à partir de la fin du mois de novembre. Et puis le premier week-end de décembre, vous avez également la Biennale de l'art santonnier. Il y a d'ailleurs, ça c'est dans un kiosque à musique, ça a été créé en 1975, toute une exposition sur le monde et l'univers de Marcel Pagnol à travers les santons, 200 santons. Ça s'appelle tout simplement à Aubagne, le petit monde de Marcel Pagnol. Il faudrait quand même dire un mot de la maison natale de Marcel Pagnol, au 16 cours Barthélemy. Le rez-de-chaussée se visite avec une reconstitution de l'appartement de la famille et puis un espace d'exposition. Là, évidemment, les films d'Yves Robert ont beaucoup fait pour donner envie aux gens de visiter tout ça. Et puis, le château de la Busine, à 6 km d'Aubagne, ce château du 19e qui donc a été racheté par Pagnol pour en faire ses studios et où il y a beaucoup d'expos et d'activités, etc. Un mot peut-être de votre activité à vous, Philippe Cobert. On parlait de ces 2 pièces, le Bac 68 et la Danse du Diable au Théâtre de l'Athénée, c'est en ce moment ? Oui, c'est en ce moment, c'est toute la semaine, il faut regarder sur les programmes. Et puis il y a l'Asticot de Shakespeare qui se joue à la salle Christian Bérard tout en haut, j'ai mis en scène et qui est joué et qui a été composé par Clémence Massard, qui est ma compagne du Théâtre du Soleil, et qui complète la trilogie, puisque c'est une sorte de trilogie que nous donnons avec les 2 spectacles en bas et le sien là-haut. Et ça nous a donné l'occasion de prendre déjà rendez-vous avec Louis Jouvet, pourquoi pas. Merci beaucoup Philippe Cobert d'avoir fait revivre dans ce studio le monde de Pagnol et d'y avoir fait briller le soleil de Provence.